Bonjour, vous m'entendez, ça marche? Le micro fonctionne? Bon, c'est en ligne, ah, voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis le directeur R&D d'une entreprise française qui fabrique des systèmes sûrs pour des applications critiques. Et je vais mettre en marche, ça marchera mieux. Et pour cette première présentation de la journée, en fait, je voudrais mettre le focus plutôt sur pourquoi on utilise les méthodes formelles, parce que je suis sûr que parmi les autres présentations, on va plutôt insister sur le comment on applique les méthodes formelles. Et pour mon propos, donc, il y aura trois thématiques, la safety, la sûreté, les méthodes formelles et les applications qui sont principalement dans le domaine ferroviaire. Alors, avant toute chose, je voudrais partager avec vous la vision de la sûreté, qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. La sûreté en fait, qu'on applique en fait, dans les systèmes ferroviaires. Donc, ce sont des systèmes qui peuvent défaillir. Et donc, si on prend la manière de développer un système à base de logiciels prépondérants, on a toujours à peu près la même approche. On a des exigences, on a des spécifications, une conception, on a un code source et un code binaire. Et donc, toutes ces étapes sont l'occasion d'introduire des défaillances. Donc, on peut avoir une mauvaise spécification, donc on va utiliser B, on va utiliser Coq, on va utiliser un certain nombre de méthodes qui se font fort de trouver des erreurs de spécification. On peut avoir une spécification qui est correcte, mais le programme qui est généré, qui est construit, n'est pas le bon. Donc, les applications comme Framasé vont permettre de trouver des erreurs au niveau du code source. Spécifications, programmes sont corrects, mais le compilateur ne fonctionne pas bien. Génère des bugs et donc Concert a tout son intérêt dans ce cadre-là. Donc ce sont des erreurs, des défaillances qui sont systématiques. À chaque fois qu'on va exécuter un bout de code, on aura ce comportement. Ensuite, on peut avoir la machine d'exécution qui va être perturbée. Donc ce sont des défaillances aléatoires. Donc dans le ferroviaire, vous avez la caténaire qui génère des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber le comportement d'un processeur. Dans le spatial, vous avez des particules de haute énergie qui peuvent, de la même manière, perturber ce fonctionnement. Donc, en général, on va avoir de la redondance. On va exécuter plusieurs instances du même programme ou de programmes différents sur des calculateurs différents. Mais vous pouvez aussi avoir un mauvais hardware. Donc, ça sort un petit peu du scope habituel. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez un processeur que vous avez utilisé pour certaines fonctionnalités, mais en fait, il ne correspond pas à ce que vous avez acheté. Donc, ça arrive plein de fois. Vous pouvez tomber sur des composants du marché gris. Donc, ce sont des composants qui ne répondent pas aux tests, qui ont été mis à la poubelle, mais que certaines personnes remettent dans le circuit, vous allez les acheter et les monter. Ou vous pouvez avoir, alors là, ça c'est le summum, le boîtier du processeur qui est conforme à ce que vous attendez. Par contre, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas du tout la même chose. On a été récupérer des composants à droite et à gauche. Et donc, ça, c'est du test et de la validation pour s'en assurer. Et enfin, vous avez la loi de l'entropie. Donc, votre composant électronique, il va défaillir. Donc, les portes logiques, elles peuvent, à un moment donné, cesser de fonctionner. Et donc, l'addition que vous croyez éternelle, en fait, ne va plus fonctionner. Ou vous pouvez avoir des dérives d'horloge. Et donc, les temporisations que vous avez programmées, en fait, ne vont plus tenir. Donc là, on a besoin d'avoir une redondance aussi à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout bien fait, mais en fait, la spécification de votre programme ne correspond pas en fait, aux besoins du système. Donc, vous avez une mauvaise spécification de l'environnement. Ou vous pouvez avoir aussi une mauvaise procédure d'exploitation. La manière dont vous allez mettre en œuvre votre logiciel, son exploitation et son arrêt, en fait, peuvent comporter aussi des erreurs. Donc, quand je vais parler de sûreté, je vais parler de toutes ces possibilités de défaillance et pas simplement au niveau spec logiciel. Donc, quand on construit des systèmes critiques, ça veut dire qu'en fait, on risque de tuer ou de blesser des gens. Il y a des standards pour chaque domaine d'application qui ont des concepts, des notions différentes, mais qui toutes servent à protéger des infrastructures ou des personnes. Ils définissent des niveaux de sûreté. Donc, les niveaux de sûreté, ça peut être des lettres ou des chiffres. Dans le ferroviaire, donc, ça va de 0 à 4, 4 étant le niveau le plus élevé. Donc 3, on tue une personne, 4, on en tue plusieurs, pour résumer. Le gros intérêt, c'est que les méthodes formelles sont hautement recommandées pour ces applications. Donc c'est écrit noir sur blanc dans les normes. Alors, à ma connaissance, donc c'est fortement recommandé, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une combinaison d'autres techniques
pour parvenir à ce niveau. Et à ma connaissance, la seule norme, alors ce n'est pas la safety, ce n'est pas la sûreté, c'est la sécurité, sont les critères communs qui imposent l'utilisation de méthodes formelles pour les plus hauts niveaux de sécurité. Donc ces standards ne vous disent pas comment construire un système sûr, vous donnent en fait des recommandations. Ça va couvrir le logiciel, le matériel, le cycle de développement. On suppose que le développement est de qualité, par définition. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est que la safety, la sûreté, en fait, on l'utilise dès la conception. C'est-à-dire que si vous faites une preuve fonctionnelle, vous dites « maintenant, je vais mettre la sûreté », en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, on a besoin de définir une architecture avec de la redondance, avec de la diversification. Donc on applique ces standards, et à la fin, avant la mise en service, on a besoin de démontrer que notre système est sûr. Donc ça s'appelle un safety case ou une démonstration de sûreté. Alors ce n'est pas du tout une démonstration mathématique au tableau noir, hein, pas du tout. En fait, c'est un document en langage naturel dans lequel en fait, on va détailler l'analyse de sûreté. Donc on va expliquer quels sont les événements redoutés. Donc dans le ferroviaire, en général, c'est absence de collision. Et on va décrire en fait quels sont les moyens mis en œuvre pour éviter justement que ces systèmes apparaissent, quelles sont les hypothèses qui sont faites et quels sont les éléments de vérification et de validation qui sont mis en jeu. Donc ça peut être des bouts de code, ça peut être des schémas électroniques, ça peut être des modèles, ça peut être des procédures, un certain nombre de choses. Et à la fin, il faut convaincre un être humain qui est directement responsable pénalement de tout accident que votre système est sûr. Et donc tant qu'il n'est pas convaincu, il n'y aura pas de tampon. Donc ça, c'est très, très important. Et à la fin, donc, vous obtenez un document comme celui-ci, un certificat avec le nom d'une fonction, un niveau de sûreté et sa date. Voilà, donc maintenant que le cadre est posé, je vais vous parler des 3 types d'applications de méthodes formelles qu'on réalise dans notre entreprise. Donc on va reprendre le bon vieux cycle en V. Donc l'application la plus directe, en fait, c'est pour le développement logiciel. Alors, encore une fois, c'est un logiciel un peu particulier. On a des exécutions redondantes avec du vote. Ensuite, il y a la partie vérification des paramètres. Donc le logiciel va être paramétré. Donc quand vous avez par exemple un pilote de train, le pilote a besoin d'avoir une vue sur la topologie de la voie. Ce sont des paramètres qui ont besoin d'être vérifiés au même niveau que le logiciel. Donc il y a des moyens particuliers pour faire cette vérification formelle. Et il y a une partie aussi concernant la spécification système, où on va vérifier que les spécifications système et aussi la spécification logicielle dans son environnement n'ont pas de problème de sûreté. Donc je ne parle pas de on vérifie que ça fonctionne, on vérifie qu'on ne va pas tuer des gens. C'est complètement différent, le point de vue est complètement orthogonal à la vérification habituelle. Donc la première partie, la partie développement logiciel, donc nous on fait ça avec B, parce que ça fait le job. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'utiliser B? Alors j'ai quelques petits bouts de modèle tout de même que je montre. On part d'exigences en langage naturel, on écrit 2 types de modèles, un modèle de spécification et un modèle d'implémentation, qui sont des modèles qui utilisent la logique du premier ordre et la théorie des ensembles. Pour chaque niveau de modélisation, on peut exprimer un comportement, des propriétés, et ensuite le modèle d'implémentation, on va l'utiliser pour générer du code. C'est une traduction 1 pour 1, donc il n'y a pas d'innovation, on fait juste une translation qu'on va ensuite compiler. Et donc quand on utilise B, en fait, on reste à l'intérieur de la boîte bleue. Donc à l'intérieur de cette boîte bleue, on va pouvoir faire des travaux de preuve. Donc on va prouver que les différents niveaux de modèles sont cohérents et que l'implémentation est un bon raffinement de la spec, c'est-à-dire qu'elle ne contredit pas sa spécification. Et ça pour des logiciels cycliques, donc c'est du contrôle commande. On acquiert des données, on fait des calculs, on positionne des sorties, et pour une exécution non paralysée. Donc on voit bien qu'il y a des soucis en amont, mais aussi en aval. Donc en aval, on verra qu'avec la génération de code diversifié et de l'exécution sur des hardware différents, on peut résoudre le problème. Donc pour ce faire, on utilise un outil qui s'appelle l'atelier B, qui est un environnement intégré. Alors,
Pourquoi on a été amené à l'utiliser? Tout simplement parce que la population parisienne croît depuis des décennies maintenant, et que pour transporter toutes ces personnes, en fait, il faut réduire les intervalles entre les trains. Et pour ce faire, on a besoin d'automatiser. Dans les années 80, et donc, il y avait un système qui était en cours de développement qui devait automatiser le pilotage des trains, qui était en retard et qui incluait en fait beaucoup d'erreurs de sûreté détectées à la suite d'un audit. Et à cette époque-là, Alstom avait développé un outil qui s'appelait, alors je ne sais pas si ça s'appelait déjà l'atelier B, je ne sais plus. Et en fait, cet atelier a été amélioré pendant 5 ans pour finir par produire les automatismes de sécurité, donc la fonction d'arrêt d'urgence pour la ligne 14. Donc à titre d'information, c'est 86 000 lignes de modèle B et 110 000 lignes d'ADA. Alors il y a des références, parce que la présentation est un peu dense, beaucoup d'informations. Si vous voulez, vous pouvez vous référer ultérieurement à ces références. Donc l'atelier B a été certifié en 98, l'année où on a été champion du monde de foot. Super, il n'y avait pas que le foot. Il est devenu un outil gratuit en 2001. Aujourd'hui, il est utilisé, d'après Alstom et Siemens, par un tiers des métros mondiaux automatiques à base de pilotage par radio. Et donc, il n'est pas utilisé simplement sur la 14, il est utilisé sur la 1, la 4 et la 13, bientôt. En 2024, il va être à nouveau certifié avec la norme de ces jours-ci, et il va être utilisé pour le Grand Paris Express pour les lignes 15 à 18. Et je voudrais ajouter aussi que de manière marginale, on a utilisé cet atelier durant 2 décennies pour faire la certification de carte à puce pour les critères communs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans? Donc, la technologie, si on soulève un petit peu le capot, donc l'atelier B n'est pas développé en B, il n'y a pas de bootstrap, c'est la techno traditionnelle, c'est du C. On a lu il n'y a pas très longtemps que la Maison Blanche disait qu'il ne fallait pas l'utiliser C. C++ est une sorte de prologue utilisé pour les outils de preuve. Et donc, on a développé 3 types d'outils depuis la mise en service. Donc, il y a un outil de raffinement automatique qui permet d'automatiser en fait le raffinement de données et d'algorithmes en utilisant des règles de transformation. Donc, il y a un exemple de règle qui a été intégré en 2006 à la suite d'un projet NR et qui est utilisé pour des applications qui font jusqu'à 1 demi-million de lignes de code pour du contrôle de train, mais aussi pour du software engineering. Des générateurs de code, bon, beaucoup de générateurs de code, ADA, tous pour le domaine ferroviaire, qui sont tous propriétaires. 2 décennies de développement de différents générateurs de code C, d'abord générique pour les cibles microcontrôleurs, et en gros aussi la génération automatique d'assertion port ramassé pour vérifier la validité du code C en cas de si on n'a pas d'exécution redondée de logiciel. 2023, donc on a un générateur de code Rust. Pour l'instant, on n'a pas de retour dessus. Mais bon, comme c'était au goût du jour, on l'a fait. Et un certain nombre d'autres langages qui n'ont pas trouvé de débouchés ou qu'on a arrêté d'utiliser. Et le plus important, donc les outils de preuve. Donc on a des outils de preuve très spécifiques parce que les obligations de preuve B sont particulières. On a des obligations de preuve où on peut avoir des milliers, des dizaines de milliers d'hypothèses. Donc en 1998, on a un outil développé à l'origine par Alstom qui est un moteur d'inférence. Donc on va découper les prédicats, on va générer des hypothèses et on espère qu'à un moment donné, on arrive à démontrer les obligations de preuve. Donc on a 2600 règles qui traitent de ces prédicats. Un prouveur de prédicats développé spécifiquement pour prouver ces règles, qui en démontre 80%. Ce prouveur de prédicats qui a subi les travaux de vérification par les époux Kirchner dans les années 90 avec Elan. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce prouveur, il est bloqué en 98, donc il revit toujours l'euphorie de la Coupe du Monde de foot. J'arrête avec ça. Non, le problème, c'est que 98, les industriels ne veulent plus que l'outil de preuve bouge. Une obligation de preuve interactive, c'est 50 €. Et si vous changez de version de prouveur et que vous avez 10 000 obligations de preuve qui ne passent plus, ça vous fait beaucoup d'argent à sortir juste pour avoir la dernière version.
Donc le cœur du prouveur ne bouge plus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer le langage de preuve interactive, on a fait évoluer l'interface. Donc aujourd'hui, on a un outil d'édition de modèles qui intègre l'information de preuve. Donc vous savez qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui n'est pas prouvé, combien il y a d'obligations de preuve par ligne. On a aussi fait un certain nombre de projets principalement ANR, où on a connecté en fait l'ATLB avec des prouveurs tiers. Donc il y a un certain nombre de prouveurs, il y a des projets BLAST et XPA qui sont des projets en cours. On en a profité pour construire une base d'obligations de preuve, donc un demi-million d'obligations de preuve qui sont, alors le site s'appelle Apéro, qui sont disponibles pour benchmark. Et pour être au goût du jour, comme tout le monde, on a tenté d'utiliser des IA génératives pour essayer de générer des scripts de preuve. Alors quelques mots sur l'exploitation. Donc en 25 ans, il n'y a aucun mort à déplorer suite à l'utilisation de B. C'est tout de même un résultat. Et pour nous, le plus gros intérêt, c'est que ça nous évite d'avoir deux équipes de développement indépendantes qui vont développer un logiciel SIL 4. Parce que quand vous faites du SIL 4, je vous ai dit, vous avez deux logiciels différents qui vont s'exécuter en parallèle, et on va voter. Ils doivent être développés par des équipes différentes, avec une spec commune, donc ça c'est le mode commun, mais deux équipes différentes. Donc si vous avez un modèle B et deux générateurs de code différents, c'est accepté comme solution. Vous avez un seul modèle et deux codes. Pour la dissémination, donc on continue à faire des formations professionnelles, mais ce n'est pas ça qui nous fait vivre. On a des formations internes pour les profils, méthodes formelles qu'on recrute et pour les volontaires en général. Et ce qui marche pas mal, en fait, c'est l'organisation de cours dans les universités où on utilise en fait le calculateur que je présenterai tout à l'heure, qui permet d'utiliser les méthodes formelles dans un cadre plus concret. Et donc, juste pour donner un ordre de grandeur, on a un intérêt qui est constant, qui est même un peu croissant, où on a à peu près 4500 téléchargements par semestre d'enseignement de l'ATLB et environ 1300 téléchargements du plugin de prouveur de l'ATLB qui est utilisé par la plateforme Rodin. Donc il y a vraiment un intérêt qui persiste dans le temps. Donc ça, c'est pour le développement de fonctions purement logicielles. Maintenant, ces logiciels, en fait, ont besoin de matériel spécifique pour s'exécuter. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec la Clear Safety Platform. Donc, l'histoire, parce qu'il y a toujours une raison pourquoi on fait les choses. Donc, c'est au début des années 2000, que certains ont peut-être connu. Il y a eu 5 personnes qui ont été poussées sur les voies dans le métro parisien qui sont mortes. Donc, il y a eu un projet de construire des portes palières que vous avez vu apparaître sur un certain nombre de lignes. Et donc, on a développé le premier démonstrateur qui détecte, donc il n'y a pas de communication directe avec le train, on perçoit l'arrivée du train, l'ouverture des portes, et on ouvre les portes sur le quai. Donc on a fait en 2005 le premier démonstrateur qui utilise des automates programmables, donc c'est des ordinateurs industriels, on voit un petit peu dans l'armoire à gauche à quoi ça ressemble, qui était installé pendant 6 mois ou 1 an sur la ligne 13. Ensuite, ce système, on l'a dupliqué, on a dû l'adapter à pas mal de situations particulières. On a réinventé la roue. On a été copié par des méchants Allemands. Non, je rigole. On a été copié. Et en fait, une PME ne peut pas se pourvoir devant les tribunaux. Donc, on a essayé de courir plus vite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de calculateur, vous ne pouvez pas l'acheter sur le marché. En général, il y a un train autour. C'est un peu cher pour l'acheter. Ou alors, vous avez un Lego, mais vous avez tout à construire. Donc, merci la BPI. En fait, on a eu un premier projet qui nous a permis de développer un calculateur sûr, un démonstrateur avec 2 microcontrôleurs et qui se programme en B. Et pour laquelle, en fait, on a 4 instances de la même fonction. Donc, un modèle B génère 2 binaires. Les 2 binaires de la même fonction s'exécutent l'un après l'autre. Et on vérifie, en fait, que les espaces mémoire correspondent. Ça, c'est sur un microcontrôleur. La même chose sur l'autre. Et on va vérifier aussi qu'entre les 2 microcontrôleurs, il se passe la même chose. Et donc, si à un moment donné, il y a une divergence, parce qu'il y a eu une corruption quelque part, on s'arrête. Donc, cette carte qu'on voit là en bas à droite, elle était utilisée pour des expérimentations dans des universités
un peu partout, y compris au Brésil. Ensuite, on a développé le calculateur final, donc il y a un format carte de crédit. Donc c'est la version industrielle qui a été certifiée SIL4. Et on a eu le premier déploiement en Australie, toujours pour des portes palières, avec aussi certains éléments de cybersécurité, parce que maintenant, nos équipements sont connectés à Internet. Ouais, super. D'où un autre projet, lui aussi financé par BPI, sur l'adjonction en fait, d'un calculateur qui permet de faire l'interface avec le réseau. Alors c'est tout petit, mais ce qui est intéressant, c'est que la partie de droite, donc ça repose sur une architecture RISC-V, et la sécurité repose sur un microkernel français développé avec une autre méthode formelle française. Donc ça, c'est la beauté de l'histoire. Et donc pas mal d'applications qui sortent du domaine du ferroviaire. Donc, j'en parlais tout à l'heure, on a 3 projets de trains autonomes pour des lignes régionales, où on s'occuperait de la localisation, des navettes autonomes, des passerelles de communication, un système un peu méchant, mais en fait il est gentil, il empêche un système d'armes sur un bâtiment de guerre de tirer sur des cibles en perte de paix, ça c'est bien. Et puis d'autres systèmes, des drones sous-marins, enfin pas mal de choses. Donc vraiment, on sort du domaine du ferroviaire purement. Deuxième partie, la validation de paramètres. C'est une activité un peu particulière. Je pense que peu d'entre vous sont au courant. Donc c'est une activité qui est... c'est chiant. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Donc imaginez, vous avez... Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est donc ces paramètres qui vont être embarqués sur les trains. Vous imaginez un fichier Excel, vous avez 10 000 à 100 000 cellules. Ces données vont varier régulièrement. Alors, tous les jours assez régulièrement, et vous avez entre 1000 et 2000 règles à vérifier sur ces données. Donc vous faites des macros, enfin c'est vachement intéressant. Et il y a des trous dans la raquette parce que c'est des humains derrière qui vérifient. Donc l'événement initiateur, c'était à l'époque de Météor, justement, il y avait des codes de calcul développés en C++, qui avaient été développés, mais qui étaient difficiles à maintenir, à adapter à d'autres lignes, parce que c'était spécifique. Et donc, il y a eu des travaux pour distinguer le code de calcul du modèle de données. Donc, le modèle de données, on a utilisé, alors pas B, mais le langage mathématique de B pour décrire ce modèle. Ce modèle était insensé avec les données, et on a fourni le modèle résultant des modèles checkers. Donc, 2006-2008, le projet Deploy, donc Laurent était parmi les participants. Un industriel nous fournit des données, des règles, nous dit voilà, il y a 3 erreurs, à vous les trouver, et on en a trouvé 4. Donc ça, c'est super, parce que les méthodes formelles, en général, vous passez, il n'y a rien à trouver, on dit c'est de l'argent dépensé pour rien, et là, on a trouvé des choses. Et 2019, donc c'est beaucoup plus récent, c'est un TGV qui a fait une survitesse à la Milèze, donc c'est dans l'ouest de la France, donc c'est la première fois qu'il y avait un TGV qui passait là, et il est passé à 170 au lieu de 200. Voilà. Et en fait, il y a une analyse qui a été faite, il y a une erreur, enfin des erreurs qui n'ont pas été détectées par une validation des données. Là où ça devient intéressant, c'est donc, vous savez, quand vous avez un accident des transports, il y a le BEA, Bureau en cas d'accident de transport terrestre, qui intervient. Donc vous avez l'adresse du rapport en bas qui explique tout. C'est autoporteur. Vous découvrez tout ce qui se passe et je trouve intéressant. Donc ça, maintenant, on ne se gêne pas de copier cette phrase. C'est une des conclusions du rapport. Voilà. Ça, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Donc, on a un IDE qu'on a développé autour de ce modèle checker dont je parle, et des services. Donc, c'est devenu un process. On a des données, on a des règles. On génère une machine B qui peut être énorme, et ensuite, le modèle checker fournit des contre-exemples où il dit c'est OK. Donc, on a été certifié parce que, de toute façon, aujourd'hui, il le faut. Alors, ce qui est très, très important, c'est qu'on a travaillé de concert avec cette équipe. Donc, ProB, c'est un modèle checker qui est développé par l'université de Düsseldorf. Et donc, ils nous fournissent un support et on les finance depuis presque 2 décennies. Et ce dont je n'avais pas conscience, juste pour vous donner une taille du modèle qu'on manipule,
sur un projet en Amérique du Nord, la plus grosse machine B qu'on a analysée avec ce modèle checker contient 10 millions de lignes de code générées automatiquement, d'accord, mais 10 millions. Voilà, la troisième partie, donc c'est une partie qui concerne l'analyse de spécifications système. Donc dans le ferroviaire, on n'est pas dans l'industrie comme par exemple l'industrie du téléphone où on va avoir un équipement qui tous les 6 mois devient obsolète et échangé. En fait, on a des équipements, des systèmes qui sont installés pour des décennies, avec des personnes qui participent à la conception et qui disparaissent. Et en fait, tout ce qu'on a, c'est une doc qui explique simplement ce qu'on devait faire, mais pas pourquoi on devait le faire. Donc il y a eu des travaux de modélisation, alors ce que j'appelle structurel, c'est qu'on va modéliser en fait le fonctionnement, mais des rails, des signaux, des trains, et assez rapidement, en fait, on a une explosion combinatoire et un modèle qui est réservé à des spécialistes qui n'est pas compréhensible. Et donc, on a travaillé au corps le métro de New York en 2010 pour faire non pas une modélisation du comportement, mais une modélisation du raisonnement de sûreté. En fait, on veut éviter une collision. Les trains sont dans des enveloppes. L'intersection de ces enveloppes est vide. Les trains sont capables de se localiser dans ces enveloppes. Et à partir de ça, on construit un arbre de raisonnement. Toutes les feuilles sont des éléments qui sont acceptés par tout le monde. Ça peut être aussi des bouts de code, des schémas, et ainsi de suite. Et donc, on obtient un modèle simple. Donc, ça, c'est le modèle de raisonnement en langage naturel. On utilise B pour spécifier les prédicats. Donc, on aurait pu utiliser n'importe quel autre langage. On fait une preuve. Et ensuite, on fournit un rapport en langage naturel. Donc ici, ça représente 2 ans de travail, à peu près 200 pages, très technique, et ça démontre pourquoi le système est sûr. Donc maintenant, on le fait partout. On l'a appliqué pour les RATP sur des lignes de métro parisien, donc ça, forcément, vous ne le voyez pas. Mais ce qui est important, c'est que on s'aperçoit sur les systèmes sur lesquels on a travaillé qu'on trouve des erreurs sur des systèmes en opération qui ont été certifiés. Donc ce n'est pas le mode de fonctionnement nominal. En général, c'est des scénarios bien particuliers, mais n'empêche que ces problèmes existent. Et aujourd'hui, on travaille sur la première implantation dans le monde de RTMS, qui est un nouveau standard de signalisation ferroviaire qui permet l'interopérabilité. Et dans ce cahier des charges, c'était à marquer impérativement utilisation de méthode formelle pour la spécification. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet à ce niveau-là de repartir sur la validation formelle de données sous la forme de contraintes exportées. Alors, en conclusion, pourquoi on utilise méthode formelle, B événementiel, Pro B, Framatté? Je pense que c'est avant tout parce que ça nous permet d'être plus efficace, plus flexible, surtout au travers du hardware qu'on a développé. On améliore le niveau de pertinence de la démonstration de sûreté. On a plus de clarté. On a de la preuve par rapport à des tests. Vous savez que quand vous êtes en phase de certification, on va vous expliquer pourquoi vous avez fait tel test, pourquoi vous n'avez pas fait celui-là. Vous avez une preuve. Si les propriétés sont acceptées par l'auditeur, en fait, il n'y a pas de problème. Ça nous permet en fait de conserver le contrôle sur ce qu'on développe. Et ça, c'est le plus important, je pense. On trouve des problèmes. Parce que quand vous passez quelque part, qu'on dépense de l'argent et que finalement vous ne trouvez rien, est-ce que c'était vraiment valable, intéressant de le faire? Et pour la perspective, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire puisque le problème n'est pas résolu. On a toujours des incidents, des accidents quand vous écoutez les informations. Le point positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres où les méthodes formelles sont rendues obligatoires. Ça, c'est intéressant. Ça commence aussi, c'est aussi appliqué dans le domaine des systèmes non sûrs. Je sais qu'au sortir du confinement, il y avait une entreprise qui s'appelait Runtime Verification qui avait contacté tous les profils méthodes formelles sur LinkedIn pour les faire travailler en remote sur la preuve de smart contract avec Mode. Je ne sais pas si vous avez reçu. Donc, quand il y a beaucoup d'argent aussi, ça peut être intéressant d'utiliser les méthodes formelles. La validation de formelle de données, c'est les années 2000. La preuve de spec, c'est les années 2010. Et donc, on voit que ça progresse. Il y a des nouveaux appels d'offres avec des exigences méthodes formelles.
des bureaux d'enquête qui préconisent l'utilisation de méthodes formelles dans certains cadres. Donc on voit qu'on progresse, on fait évoluer l'état de l'art. Et je pense que le point central, donc l'humain reste central, il n'y a pas de push button, il n'y a pas de chat GPT, de la safety. On a vraiment besoin de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Je dirais aujourd'hui le seul bémol, c'est les méthodes formelles, c'est juste une petite partie de l'image. Et en fait, il faut être capable d'appliquer les méthodes formelles dans un cadre industriel avec des choses du monde réel, et ça, c'est certainement plus compliqué. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer une vidéo qui montre que, alors déjà, la safety, la sûreté, ce n'est pas un domaine fini, et que ce n'est pas simplement du logiciel. Alors, les 3 vidéos que vous allez voir, toutes se terminent très bien, mais c'est... Alors ça, c'est le métro, c'est en Australie, c'est à Sydney. Alors, le train s'est arrêté après. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui est un peu éméché. Voilà. Il n'est pas content. Je vous remercie.